Je suis la lieutenant générale Elise Maddox, j'ai 48 ans, et ils pensaient que j'étais juste là pour faire de la figuration. Pour ma famille, je n'étais qu'une anomalie maladroite et inachevée. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre, c'est que l'homme que ma sœur Claire s'apprêtait à épouser, me devait la vie. Une dette forgée dans la poussière, et le feu de Hellman. Mais, à cette table en acajou poli, entourée par l'atmosphère glaciale de l'élite de Boston, ma mère a souri, pendant que Claire levait son verre. Ma grande sœur est lieutenante générale, a-t-elle gazouillé, la voix dégoulinante de condescendance. Je suis sûr qu'elle est très occupée, à gérer toute cette importante paperasse au Pentagone. La table a éclaté d'un rire poli, et tranchant. Ma main n'a pas tremblé. Mon souffle ne s'est pas coupé. Il voyait une employée de bureau. J'y ai vu une erreur tactique. Avez-vous déjà été réduit à une caricature, par les personnes qui devraient vous connaître le mieux? Il pensait raconter une blague. En réalité, il déclarait la guerre. Suivez mon histoire, pour voir comment un gratte-papier donne une leçon magistrale de pouvoir. La plaisanterie, bien sûr, avait commencé des semaines plus tôt. Elle n'est pas arrivée comme une chute comique. Mais sous la forme d'une lourde enveloppe couleur crème, posée sur mon bureau immaculé, à la base militaire Lewis McCord. Dehors, la bruine persistante de l'État de Washington, tapait contre la fenêtre. Un rythme familier et régulier, dans une vie définie par l'ordre. Mais, cette invitation était une perturbation. Elle était ostentatoire, et impersonnelle. Le papier cartonné épais, était frappé des armoiries dorées de la famille Maddox. Un détail, qu'il n'oubliait jamais. Mon nom, lieutenant général Elise Maddox, y était imprimé dans une écriture élégante. Pourtant, cela ressemblait davantage à une saisie administrative. Un nom copié depuis une base de données gouvernementale, plutôt qu'écrit avec le cœur. 6 ans. C'est le temps qu'avait duré le silence. 6 ans depuis les funérailles de mon père. Pas un seul appel à Noël. Pas un SMS, après l'explosion d'un engin explosif improvisé à Fallujah. Cela m'avait presque coûté l'ouïe, me laissant face à un vide immense, et punitif. Ainsi, cette invitation n'était pas un rameau d'olivier. C'était une convocation. Un ordre formel de comparaître, et le devoir de jouer mon rôle de la belle-sœur aînée, dans leur production impeccable. 6 ans de silence, et c'était leur première transmission. Aucune question pour savoir comment j'allais. Juste l'exigence que je sois présente. Était-ce une invitation, ou une assignation à comparaître? Le sergent-chef Grant est entré sans frapper. Un privilège gagné en 15 ans, dans des endroits où la politesse était un handicap. Il a posé un mug de café noir, sur mon bureau. Ses yeux ont glissé vers l'invitation, puis sont revenus vers mon visage. C'est encore eux, n'est-ce pas, général, a-t-il demandé, d'une voix basse et assurée. Je n'ai rien dit, me contentant de pousser l'enveloppe vers lui. Il l'a ramassée. Son regard s'est plissé, en lisant le nom du marié. Vance, Ethan Vance. Le gamin de Hellman. Celui que vous avez sorti de l'enfer. Il a reposé le papier. Son expression était illisible, mais son sous-entendu était clair. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Allez-vous à un mariage, ou vous déployez-vous sur un nouveau théâtre d'opération? J'ai fixé le paysage gris, et brumeux, par la fenêtre. Il a compris mon silence. Allez-y, a-t-il dit, d'un ton ferme. Mais ne portez pas ces étoiles sur votre épaule, comme une armure. Portez-les comme un héritage. Laissez-les se souvenir exactement, de la personne que vous êtes devenue, sans eux. Sur le vol d'Alaska Airlines, de Seattle à Boston, j'ai payé un supplément, pour un siège en première classe. Non pas pour le luxe, mais pour l'intimité. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour me préparer mentalement. Mon téléphone a vibré contre la coudoir. L'écran s'est allumé, affichant le nom de Claire. J'ai pris une grande inspiration, pour me calmer, avant de répondre. Élise, a tinté la voix de ma sœur. Aussi claire et fragile, qu'une clochette en argent. Je voulais juste m'assurer, que tu ne prévoyais pas de porter cet uniforme au mariage. C'est un peu trop. Nous sommes à Boston, tu sais, pas à Fort Bragg. Je crains simplement, que les gens ne sachent pas quoi dire. Chaque mot était enrobé de sucre, mais le cœur était d'acier froid. La condescendance était si naturelle, si bien exercée.
J'ai serré l'accoudoir en cuir. Sa fraîcheur formait un contraste saisissant, avec la chaleur qui montait dans ma poitrine. Je vais y réfléchir, ai-je répondu, d'une voix mécaniquement neutre. J'ai mis fin à l'appel, avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. La bataille avait commencé, à 35 000 pieds d'altitude. Il ne voulait pas de ma présence. Il voulait une version aseptisée, et approuvée, de moi-même. Le taxi m'a déposé, devant la familière maison en grès brun, sur Beacon Hill. Avec ses lampadaires à gaz anciens, et ses trottoirs en briques. Rien n'avait changé. C'était toujours majestueux, toujours imposant, et toujours douloureusement froid. Ma mère, Catherine Maddox, a ouvert la porte. Elle était impeccable, dans une robe en cachemire beige, avec un rang de perles parfaites à son cou. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a même pas offert un vrai sourire. Ses yeux m'ont balayé. Une évaluation rapide et dédaigneuse, qui s'est arrêtée sur ma posture militaire, droite comme un i. « Élise, entre », a-t-elle dit, la voix dénuée de toute chaleur. « J'espère que tu te tiendras bien. Ne gâchons pas le grand jour de Claire. » Ce n'était pas un accueil, c'était un avertissement. Ma poitrine s'est serrée. Une sensation familière, comme si un bloc de glace s'installait dans mes poumons. Je n'étais pas une fille, rentrant à la maison après 6 ans. J'étais un risque à gérer. Une menace potentielle, pour leur monde parfait. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, aussi froids et tranchants, qu'un éclat de verre. Ce n'était pas une nouvelle blessure. Ce n'était que l'écho d'une ancienne entaille, remontant jusqu'à une enfance passée, à essayer d'être remarquée. Dans le salon, ma mère s'est arrêtée, pour admirer une photographie. Placée dans un cadre en argent sur la cheminée, c'était une image de Claire et moi, adolescente. Claire était radieuse, un sourire sincère illuminant son visage. Je me tenais légèrement en retrait d'elle. Mon propre sourire n'étant qu'une ligne tendue, et artificielle. En voyant cette photo, les années se sont effondrées. Le rejet poli et blessant, que je venais de subir sur le pas de la porte, n'était pas un incident isolé. C'était la dernière entrée, dans un long et détaillé registre d'insignifiance. J'avais 17 ans, et mon bal de fin d'année approchait. L'air, dans notre maison de Beacon Hill, était lourd d'excitation, mais rien de tout cela n'était pour moi. C'était pour Claire, qui avait alors 15 ans, et faisait des essayages pour sa robe de bal des débutantes. J'ai regardé ma mère s'affairer autour d'elle. Sa voix n'était qu'un doux roucoulement d'admiration. « Ma chérie, tu ressembles à une princesse, » disait-elle, en lissant la soie vert d'eau, de la création Oscar de la Renta. Claire a virevolté, véritable vision de grâce juvénile. Je me suis raclé la gorge. Mon propre événement à venir, me paraissait petit et maladroit, en comparaison. « Mère, à propos de ma robe de bal, ai-je commencé. » Elle s'est tournée vers moi. Son expression adoratrice s'est effacée, pour laisser place à une évaluation froide. « Élise, tu es la plus forte. Tu n'as pas besoin de tout ce tralala, » a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'un compliment. Utilise tes économies, ou trouve quelque chose de simple, chez Philène Basement. Ces mots ne m'ont pas seulement privé d'une robe. Ils m'ont refusé le droit de me sentir belle, d'être célébrée. Ils m'ont défini comme quelqu'un de pratique, et non de précieux. Alors, j'ai acheté un rouleau de tissu bleu marine en solde, et j'ai cousu ma propre robe. Avant le bal, ma mère m'a présenté à ses amis, avec un air fier et condescendant. Voici Élise. Elle est si merveilleusement pragmatique, elle ne demande jamais rien. Ils ont tous hoché la tête, louant ma nature raisonnable. Pendant ce temps, je me tenais là, dans ma robe faite maison, me sentant comme une servante, à côté de la princesse qu'ils adoraient tous. Leur louange était la forme la plus sophistiquée de mépris. Ce schéma de rejet m'a suivi, jusqu'au jour où je suis parti pour l'Académie de West Point. C'était un matin de Boston, clair et frais, à l'aéroport de Logan. Ma famille était là pour me dire au revoir, mais ils n'étaient pas vraiment avec moi. Toute leur attention, toute leur fierté, était concentrée sur Claire, qui venait de remporter un concours de piano à l'échelle de la ville. Ma mère tenait audience. Elle racontait chaque note triomphante de la prestation de Claire, à quiconque voulait bien l'entendre. Elle parlait de l'avenir de Claire à la Juilliard School, d'une brillante carrière artistique. Je me tenais à l'écart, invisible, dans mes vêtements civils ordinaires. Mon lourd sac marin témoignait silencieusement du chemin différent que j'avais choisi.
Lorsqu'est venu le moment pour moi de passer la sécurité, ma mère s'est simplement tournée brièvement. Son récit sur Claire s'est momentanément interrompu. « Fais attention à toi, et essaie de ne pas t'attirer d'ennui », a-t-elle dit. Puis, elle est immédiatement retournée à son public. Il n'y a que mon père, un colonel de l'armée à la retraite, qui m'a prise à part. Il m'a enveloppé dans une étreinte. L'odeur familière de son après-rasage Old Spice a agi comme une encre réconfortante. Il a chuchoté à mon oreille, la voix rauque d'émotion, « Ne les écoute pas. Tu es né pour ça. Rends-moi fier. » C'est la seule validation que j'ai reçue ce jour-là. Un unique radeau de sauvetage solide, dans un océan d'indifférence. C'est à ce moment-là, en lisant un article sur la générale Anne Dunwoody, devenue la première femme générale 4 étoiles, que j'ai trouvé une lueur d'espoir. Si elle avait pu atteindre le sommet, peut-être que je le pourrais aussi, malgré tout. Il y a 6 ans, cet espoir ressemblait à un lointain souvenir. Je me tenais au cimetière national d'Arlington. Les notes lugubres de la sonnerie aux morts transperçaient l'air gris et sombre. La garde d'honneur a plié le drapeau américain, avec une précision méticuleuse, et l'a remis à ma mère. Mon père, le colonel Richard Maddox, était porté en terre, avec tous les honneurs qu'il avait mérités. Je me tenais droite, dans mon uniforme de général de brigade. Mon chagrin n'était qu'une douleur aiguë, et disciplinée, dans ma poitrine. Mais, lorsque j'ai regardé le premier rang réservé à la famille, il n'y avait que ma mère et Claire. Elles avaient laissé une chaise vide entre elles. Un vide délibéré et glaçant, qui hurlait mon exclusion. Après la cérémonie, je me suis approché de ma mère, voulant lui offrir du réconfort. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était sec, et dur. « Tu n'aurais pas dû porter cet uniforme, Élise, » a-t-elle dit, la voix tranchante comme un rasoir. « On dirait que tu cherches à te faire remarquer. Que tu étales ton pouvoir, aux propres funérailles de ton père. » Il n'aurait pas apprécié. Ce fut le coup de poignard final, et d'une précision redoutable. Elles avaient utilisé l'héritage de mon père, comme une arme contre moi. Transformant la chose dont il était le plus fier, en une source de honte. Et maintenant, ce soir, l'écho de cette humiliation revenait. De retour au présent. Lors du dîner officiel précédant le mariage, le même scénario s'est joué, sur une scène plus grandiose. La table était chargée de plats coûteux, coquilles Saint-Jacques poêlées, bœuf Wellington, servis dans la porcelaine Wedgwood la plus fine de ma mère. Ma mère me présentait, à l'un des anciens partenaires commerciaux de mon père, un puissant investisseur new-yorkais. Voici mon aînée, Élise. Elle travaille pour le gouvernement, à Washington. L'homme s'est montré poli. Quelle impression! Vous devez occuper un poste important. Avant que je ne puisse répondre, Claire s'est penchée en avant. Son sourire était doux, mais ses yeux brillaient de malice. Oh, elle fait surtout de l'administration, a-t-elle dit avec désinvolture. Elle est très douée avec la paperasse. Elle garde probablement les sièges au chaud, au Pentagone. Une vague de rire poli a parcouru la table. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris mon couteau et ma fourchette, et j'ai coupé mon steak. Ce bœuf de premier choix, qui aurait dû fondre dans ma bouche, avait un goût de cendre. Après toutes ces années, l'humiliation avait toujours exactement la même saveur. Mon père m'avait dit d'être fier. Mais comment pouvais-je être fier d'une chose, que ma propre famille traitait comme une honte? À quoi servait toute cette force, si je ne pouvais même pas me tailler une place, pour moi-même? Je devais faire quelque chose. Mais quoi? La pique de Claire sur la paperasse résonnait dans mon esprit. Une nouvelle brûlure, sur une vieille blessure. Elle n'avait aucune idée de ce en quoi consistait ma paperasse. Des rapports d'opération détaillant la perte de jeunes soldats. Des ordres de déploiement signés, envoyant des milliers d'hommes au danger. Des lettres de condoléances, que j'écrivais à la main, jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Toute ma carrière avait été forgée, dans le creuset des conséquences. À des années-lumière, de ces bals de débutantes et de ces déjeuners de charité. La réponse à ma question ne se trouvait pas à Boston. Elle se trouvait dans le chemin, que j'avais déjà parcouru seul. Mes souvenirs de West Point ne concernent pas les grands bâtiments gothiques en pierre, ni les défilés officiels impeccables. Mes souvenirs sont ceux de l'épuisement destructeur, des casernes d'entraînement intensif. De la boue glaciale, qui semblait s'infiltrer dans mes os, lors des exercices sur le terrain. Et,
de la solitude rongeante, d'être l'une des rares femmes de ma compagnie. Je devais travailler 2 fois plus dur, pour être considérée comme moitié moins compétente. Je me souviens d'un professeur de tactique, un colonel de la vieille école. Il a déclaré catégoriquement, devant toute la classe, le champ de bataille n'est pas un endroit pour les émotions. C'est pourquoi, ce n'est pas un endroit pour le commandement féminin. Pendant que Claire était à la maison, allant à des cours de danse et à des fêtes, j'apprenais à démonter un fusil M16 dans l'obscurité. Les doigts engourdis par le froid. J'apprenais à lire des cartes topographiques. Et à commander d'une voix qui ne trahissait aucune peur, même quand j'étais terrifié. Les quelques lettres envoyées par ma mère étaient remplies de mises à jour exaltées sur les derniers exploits de Claire. Il n'y avait qu'une seule ligne, expédiée à la va-vite, pour moi, prends bien soin de toi. Ce n'était pas une requête. C'était une directive, aussi impersonnelle qu'une ligne budgétaire. Le désert a forgé ce qu'il restait de moi, pour en faire de l'acier. Le Centre national d'entraînement dans le Mojave est l'endroit où les jeunes officiers sont brisés, ou façonnés. En tant que jeune capitaine, j'y étais pour commander une compagnie blindée, lors d'une rotation de simulation de combat. Il faisait 50 degrés à l'ombre. Avec un sable implacable, et une fatigue si profonde, qu'elle ressemblait à une maladie physique. Lors d'une offensive nocturne critique, nos systèmes de communication sont tombés en panne. La panique a commencé à se propager, à travers les rangs. Mais, je me suis souvenu des mots de mon père, quand la technologie échoue, fais confiance à tes hommes. J'ai utilisé des fusées éclairantes, et des estafettes. De vrais soldats, courant entre les chars d'assaut, pour transmettre les messages et coordonner l'attaque. Nous avons atteint notre objectif, mais ce fut chaotique, et coûteux. Après l'exercice, un officier évaluateur supérieur, un général aguerri par les combats, m'a pris à part. Vous avez la hargne de votre père, Maddox, m'a-t-il dit, d'une voix graveleuse. C'était le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. Mais quand j'ai appelé à la maison, excité de partager la nouvelle, la seule réponse de ma mère a été, ça m'a l'air terriblement dangereux. Pourquoi ne peux-tu pas trouver un travail plus sûr? Quelque chose derrière un bureau. Elle n'a pas entendu le courage. Elle n'y a vu qu'un choix stupide. La route vers le Pentagone ne fut pas pavée de gloire. Elle fut pavée de journées de 16 heures, de plats à emporter froid mangés à mon bureau, et d'une succession de relations amoureuses ratées. J'ai choisi le devoir plutôt que les rendez-vous romantiques. La préparation aux missions, plutôt que les étapes de vie personnelle. J'ai manqué le mariage de mon meilleur ami. J'ai manqué des anniversaires, et des jours de fête. Mon cercle social a lentement rétréci, jusqu'à se composer presque exclusivement, d'autres personnes en uniforme. Pendant que Claire épousait son premier mari, un banquier d'affaires, et s'installait dans un vaste manoir, dans la banlieue du Connecticut. Moi, j'étais dans une salle de briefing sans fenêtre. J'y débattais des stratégies de répartition des troupes pour les zones de combat. À chaque fois que je voyais une photo de sa famille parfaite, sur les réseaux sociaux. Les enfants souriants, le Golden Retriever, les vacances d'été dans les hantons. Une douleur amère s'installait dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'envie. C'était la douleur de savoir que ma famille considérait mon sacrifice comme un échec. Comme la preuve que j'étais incapable d'avoir une vie normale. Ils ne pouvaient pas comprendre que pour moi, le service, c'était la vie. Le jour de ma promotion au grade de général de brigade aurait dû être l'un des plus fiers de ma vie. J'ai invité ma famille à la cérémonie à Washington D.C. Seul mon père est venu. Ma mère et Claire étaient occupées par une vente aux enchères de charité. Mon père se tenait là. Ses mains tremblaient légèrement, à cause de l'âge et de la fierté, alors qu'il épinglait la première étoile sur mon épaule. Je savais que tu en étais capable, a-t-il dit, la voix lourde d'émotion. Ce soir-là, il m'a emmené dans un vieux restaurant de grillades qu'il adorait, et m'a remis une petite boîte usée. À l'intérieur, se trouvait sa propre boussole, datant de la guerre du Vietnam. Ne perds jamais tes repères, Élise, m'a-t-il dit. Pas même lorsque les personnes que tu aimes essaient de te faire perdre ton chemin. Quelques mois plus tard, il nous a quittés. Et, à ses funérailles, lors de son éloge funèbre, ma mère n'a pas mentionné ma carrière une seule fois. C'était comme si la partie la plus importante de ma vie, cet héritage dont mon père était si farouchement fier, avait été effacée. Après ce dîner vide de sens à Boston, assise seule dans ma voiture, j'ai enfin compris.
Je ne pouvais plus attendre leur approbation. Je devais construire une vie si forte, et si indéniablement mienne, que leur opinion n'aurait plus la moindre importance. Mais cette nuit-là, comprendre ne suffisait pas. L'air, à l'intérieur de ma voiture de location, me semblait tout aussi étouffant que l'atmosphère de la salle à manger de ma mère. Il était lourd de jugements non dits et de politesses feintes. Il fallait que je sorte de là. J'ai démarré la voiture, et j'ai simplement conduit sans destination précise, fuyant la prison parfaitement entretenue de Beacon Hill. Les rues historiques de Boston défilaient à toute allure. La lumière des lampadaires à gaz se brouillait à travers un voile de larmes que je refusais de laisser couler. Sur le système audio de ma voiture, un podcast était diffusé. Un sermon du pasteur T.D. Jack. Je n'étais pas une personne particulièrement religieuse. Pourtant, sa voix puissante, parlant de trouver un sens à sa douleur, a agi comme une présence apaisante dans le chaos de mes pensées. Finalement, je me suis garé devant un petit pub à l'allure historique, appelé la Green Dragon Taverne. Son ancienne façade en briques, et l'odeur de bière qui se répandait sur les pavés de la rue, semblaient authentiques, et sans prétention. Je voulais juste être dans un endroit, où personne ne connaissait mon nom. Où je n'étais ni une fille qui avait échoué, ni une générale qui n'était pas à sa place. J'ai trouvé une banquette sombre dans un coin, le cuir usé apportant une sensation de fraîcheur dans mon dos, et j'ai commandé un bourbon sec. Je fixais le liquide ambré. Le tintement des verres, et le faible bourdonnement des conversations, formaient un bouclier bienvenu. À cet instant, je me suis senti plus seul, que je ne l'avais jamais été dans une zone de guerre. J'étais une générale sans armée, une fille sans famille. La douleur si particulière, d'être ostracisée par son propre sang, est une blessure, qu'aucun uniforme, aussi décoré soit-il, ne pourra jamais dissimuler. Général Maddox. Une voix familière a transpercé ma solitude. J'ai levé les yeux, surprise. Devant moi se tenait David Shen. Un ancien officier du renseignement, qui avait servi sous mes ordres en Irak. Il avait quitté l'armée depuis, et travaillait maintenant comme avocat à Boston. Il paraissait plus vieux, plus posé. Mais, ses yeux possédaient toujours la même intelligence vive, dont je me souvenais. « Je n'arrive pas à croire que ce soit vous », a-t-il dit, un sourire sincère et chaleureux se dessinant sur son visage. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi, sans attendre d'invitation. Il a jeté un seul coup d'œil à mon visage, et a déclaré, d'une voix directe mais bienveillante, « Vous n'avez pas l'air d'aller bien. » J'ai été prise au dépourvu, par sa franchise. Je n'ai réussi qu'à esquisser un léger signe de tête. Au lieu de fouiner en posant des questions, il a simplement fait signe au barman. « Je ne vais rien vous demander », a-t-il précisé, pendant qu'un autre verre de bourbon était déposé devant lui. « Mais si vous avez besoin de quelqu'un, juste pour vous asseoir en silence, je suis là. » Son silence était à des années-lumière de celui de ma famille. Le sien était un silence de respect et de compréhension mutuelle. Le leur était un silence de jugement et de punition. Nous avons discuté pendant des heures. Je n'ai jamais mentionné ma famille. J'ai parlé des défis rencontrés au Pentagone. Du poids du commandement, et de l'étrange transition, liée au retour à la vie civile aux États-Unis. Il a écouté, vraiment écouté. Il hochait la tête au bon moment, comprenant le langage tacite du service militaire. Le poids sur ma poitrine a commencé à s'alléger, de manière très subtile. Alors que le bar commençait à se vider, il a regardé sa montre. « Ma femme, Maria, vous admire énormément », a-t-il déclaré. Elle était dans la marine. Nous sommes sur le point d'aller dîner tardivement, dans un petit restaurant italien de North End. Voudriez-vous vous joindre à nous? J'ai hésité. L'idée d'avoir d'autres interactions sociales m'épuisait. Cependant, la sincérité dans ses yeux, et cette simple offre d'inclusion, m'ont poussé à accepter. Au restaurant, un endroit chaleureux, empli d'odeurs d'ail et d'origan, une femme au visage rayonnant et accueillant s'est précipitée. Elle m'a serré dans ses bras, de manière ferme et affectueuse. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin, général », m'a glissé Maria. David n'arrête jamais de raconter comment vous avez sauvé la peau de son équipe, plus d'une fois. Leurs 2 enfants, un garçon et une fille, étaient un véritable tourbillon d'énergie chaotique et joyeuse. Ils se disputaient, pour savoir qui aurait le dernier graissin, et ont renversé un peu de soda. Et, leurs parents ont géré tout cela, avec une patience douce et aimante, qui m'a semblé totalement étrangère.
Tout au long du repas. Un événement bruyant et merveilleux, où des assiettes de poulet parmigiana et de spaghettis passaient de main en main autour de la table. Ils m'ont posé des questions sur ma carrière. Pas sur la politique ou les dangers. Mais sur le leadership, sur les endroits que j'avais vus, et les personnes que j'avais rencontrées. Ils me regardaient, avec une véritable admiration. Lorsque leur fils de 8 ans, Léo, m'a demandé, avec une admiration béate, « Êtes-vous une super-héroïne » Maria s'est simplement mise à rire, et lui a ébouriffé les cheveux. Pas loin, mon grand. C'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti remarqué. Je me suis senti valorisé. Non pas par des personnes obligées de m'aimer, mais par des étrangers, qui avaient fait le choix de me respecter. Lorsqu'ils m'ont déposé à mon hôtel, David m'a glissé sa carte de visite dans la main. « Élise » a-t-il dit, en utilisant mon prénom pour la première fois, d'un ton sérieux. « Tu n'es pas seul dans cette ville. Il y a tout un réseau qui nous rassemble. Des vétérans, qui veillent les uns sur les autres. C'est le système du binôme. Il ne prend jamais vraiment fin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un avocat, d'un ami, ou juste d'un endroit pour prendre un café et rester assise en silence, appelle-moi. N'importe quand. » Cette offre. Cette reconnaissance d'un autre type de famille. Une tribu qui n'est pas forgée par le sang, mais par l'expérience partagée, et le respect mutuel. Cela a finalement brisé la glace, qui avait enveloppé mon cœur. De retour dans la solitude de ma chambre d'hôtel, j'ai enfin laissé couler mes larmes. Mais, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou d'humiliation. C'étaient des larmes de gratitude. J'ai réalisé que la famille, ce n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est parfois celle, aux côtés de laquelle on se bat. Cette nuit-là, pour la première fois, je ne me sentais plus comme une générale solitaire. Je faisais partie d'une section invisible. La chaleur de cette prise de conscience m'a accompagné toute la nuit. Tel un bouclier fragile, dressé contre toute une vie de froideur. Mais j'ai appris que l'espoir peut être une chose dangereuse. Il vous rend vulnérable. Le lendemain matin, alors que je savourais une tasse de café, et un rare sentiment de paix, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Le changement immédiat d'atmosphère était palpable. La chaleur de la veille s'est évaporée, remplacée par une appréhension familière et glaçante. Sa voix, lorsque j'ai répondu, était inhabituellement douce. Un ton mielleux, qu'elle réservait aux excuses stratégiques. « Élise, ma chérie. Je sais que j'étais un peu tendue hier. C'est juste à cause de tout ce stress, lié au mariage de Claire. » Elle a fait une pause. Un temps d'arrêt calculé, pour que j'assimile ses faux remords. Je suis restée silencieuse. Mon silence avait toujours été une arme, qu'elle ne pouvait pas parer. « J'ai une petite faveur à te demander », a-t-elle poursuivi, en venant au fait. Le père d'Ethan, Monsieur Vance, est un important sous-traitant de la défense. Il a tellement entendu parler de toi, et il meurt d'envie de te rencontrer. Je pensais que nous pourrions prendre un déjeuner familial intime, au country club. Ce serait tellement bon. Pour nos relations familiales. Tu comprends ? J'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'une invitation, mais d'une transaction. Il voulait tirer parti de mon grade. Utiliser mes étoiles, pour impressionner un partenaire d'affaires. La paix fragile, que je ressentais quelques instants plus tôt, a volé en éclats. Elle a été remplacée par ce goût amer et métallique, d'être utilisé. Ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je n'étais pas une fille. J'étais un atout. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Une partie de moi était d'une curiosité morbide, de voir la pièce se dérouler. Tandis qu'une autre, bien plus stupide, s'accrochait encore à une once de devoir. Le country club de Brookline était un autre monde. Un univers de pelouses manucurées, de richesses discrètes, et de règles tacites. Des hommes en polo pastel et pantalons kaki, discutaient de portefeuilles d'actions. Pendant que des femmes, aux bracelets de diamants aveuglants, faisaient la conversation. Ma mère et Claire étaient déjà sur place. Leur sourire était éclatant, et artificiel. Monsieur Vance était un homme imposant. Il avait la poignée de main d'un politicien, et un regard évaluateur, qui ne manquait aucun détail. Tout au long du déjeuner, ma mère est devenue mon attachée de presse officieuse.
Ma fille, la générale, répétait-elle, se lançant dans des récits exagérés de mes exploits. Des histoires, qu'elle n'avait jamais pris la peine d'écouter auparavant. Claire, experte en manipulation subtile, a habilement orienté la conversation vers les contrats de défense lucratifs, pour lesquels l'entreprise de Monsieur Vance soumissionnait. J'étais assise là, à manger ma salade de homard. Je me sentais comme un cheval de course primé, qu'on faisait parader pour un acheteur potentiel. Ils ne présentaient pas Elise Maddox, leur fille, leur sœur. Ils exposaient la lieutenante générale Maddox, une marchandise de grande valeur. C'était une représentation, et j'en étais la star réticente. Après le repas, une fois que Monsieur Vance fut parti, vraisemblablement impressionné, ma mère m'a guidé vers un salon privé avec vue sur le 18e trot. Son attitude a changé, passant de l'hôtesse charmante à la matriarche inquiète. « Élise, il y a un sujet délicat », a-t-elle murmuré, la voix basse et sérieuse. La famille Vance exige que Claire signe un contrat de mariage, plutôt défavorable. Il sous-estime la position sociale de notre famille. Elle m'a tendu un épais document juridique. L'air a quitté mes poumons. Je veux que tu parles à Ethan, m'a-t-elle lancé, ses yeux plongeant dans les miens. En tant qu'ancienne supérieure hiérarchique, tu as de l'influence sur lui. Tu dois lui dire que c'est irrespectueux. Que cela pourrait être perçu comme un affront à la famille d'un officier de haut rang. Et que ça pourrait affecter sa réputation au sein de l'armée. J'étais sans voix. L'audace était époustouflante. Ils ne se contentaient pas d'utiliser mon grade comme monnaie d'échange sociale. Ils exigeaient que je m'en serve comme d'une arme dans leurs négociations financières. C'était contraire à l'éthique. Un abus de pouvoir qui pourrait détruire ma carrière tout autant que celle d'Ethan. Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est avancée. Ses yeux bleus se sont embués de larmes stratégiques et parfaitement formées. « S'il te plaît, Élise », a-t-elle supplié, d'une voix tremblante. « Il t'écoutera. Tu es mon seul espoir. » La performance était impeccable. La mère aimante, et la sœur désespérée, unies face à ce monde froid et insensible. Elles m'avaient poussé, au-delà de toutes les limites de la décence et de l'honneur. Elles avaient finalement atteint mon point de rupture. Dans ce salon calme et opulent, quelque chose a changé en moi. Les années de blessures et de résignation se sont solidifiées pour former une colère froide et lucide. J'ai regardé le visage dans l'attente de ma mère. Puis, celui strié de larmes de ma sœur. Une citation du livre L'art de la guerre, de Sun Tzu, a refait surface dans mon esprit. Si tu connais ton ennemi et que tu te connais toi-même, tu ne dois pas craindre le résultat de 100 batailles. Je connaissais enfin mon ennemi. Non, ai-je répondu. Ma voix était calme. Mais, elle résonnait d'une autorité qu'elle n'avait jamais entendue de ma part, jusqu'à présent. Le sourire de ma mère a vacillé. Que as-tu dit? J'ai dit non, ai-je répété, sans fléchir du regard. Je n'abuserai pas de mon autorité, pour les gains financiers de cette famille. Et je ne permettrai plus à aucune de vous deux, de m'utiliser comme un pion dans vos petits jeux. Les larmes préfabriquées de Claire ont disparu, remplacées par un éclair de pur venin. Tu es tellement égoïste, a-t-elle craché. Il s'agit toujours de toi, n'est-ce pas? Le visage de ma mère s'est durci, se figeant dans un masque de fureur glaciale. Si tu refuses d'aider ta propre famille, Élise, alors ne te considère plus comme en faisant partie. J'ai soutenu son regard, sans tressaillir. Madame, ai-je lancé, utilisant le terme formel pour la première fois. Un mot qui se voulait à la fois respectueux et distant. Je n'ai plus été considéré comme faisant partie de cette famille depuis très longtemps. J'ai tourné les talons, et je suis sorti de la pièce, les laissant dans un silence stupéfait et plein d'incompréhension. Le trajet de retour vers l'hôtel s'est déroulé dans un brouillard. Je ne prêtais attention ni à la circulation, ni aux lumières de la ville. Il n'y avait plus qu'un œuf froid et dur dans mon estomac. Avec, en toile de fond, l'écho de l'ultime menace de ma mère. J'avais tracé une ligne rouge dans le sable. Et, je savais qu'elle n'allait pas en rester là. Dès l'instant où je suis entré dans ma chambre d'hôtel, le téléphone a commencé à sonner. Une exigence aiguë et insistante. Je savais que c'était clair. Une partie de moi voulait l'ignorer, le laisser sonner dans le vide. Mais une autre, celle de la stratège, savait que j'avais besoin d'entendre
le prochain coup de l'ennemi. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix n'était pas celle du soprano doux et chantant qu'elle utilisait en public. C'était un sifflement bas et vicieux. Tu as tout gâché. Ethan hésite, maintenant. Il a dit que tu avais raison. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Le venin dans son ton était presque palpable. Je n'ai rien dit. Mon silence a semblé la rendre encore plus furieuse. Si tu ne répares pas ça, sa voix est descendue d'un ton, devenant une menace claire et glaçante. Je te jure que je te le ferai regretter. Tu penses être si parfaite, si intouchable dans cet uniforme. Je sais qu'il y a des histoires dans l'armée. Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu n'es pas la sainte que tu prétends être. Un frisson m'a parcouru, mais ce n'était pas de la peur. C'était une rage profonde et glaciale. Eh bien, ma propre sœur, mon sang, menaçait de détruire la carrière que j'avais passé ma vie entière à construire. Tout ça, pour une histoire de contrat de mariage. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le barrage de toute une vie, rempli de colère réprimée, ne s'est pas contenté de se fissurer. Il a volé en éclats. Comme sur commande, mon téléphone a vibré, m'indiquant un autre appel. C'était David Chen. J'ai raccroché au nez de Claire, et j'ai répondu, la main tremblant légèrement. « Élise, je suis désolé de te déranger », a-t-il lancé, la voix sombre. « Mais je viens d'apprendre quelque chose, qu'il faut que tu saches. Je me suis préparé au pire. Un de mes amis au Pentagone, au bureau de l'inspecteur général, a fait quelques recherches, après notre discussion. Il a trouvé une ancienne plainte anonyme, déposée contre toi il y a quelques années. Elle alléguait que tu avais contourné les règles, pour obtenir une promotion. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas fondé, il n'y avait pas assez de preuves pour ouvrir une enquête officielle. Mais, cela a suffi à mettre ton dossier en attente. Ça a retardé ta promotion, au grade de lieutenant général, pendant près d'1 an. Mon esprit s'est emballé. Un flashback m'a ramené à cette période de stagnation frustrante et inexplicable. C'était donc ça la raison. Élise a poursuivi David, la voix hésitante. La plainte comportait des erreurs grammaticales très spécifiques. De plus, elle mentionnait des détails sur la dynamique de ta famille que seul un initié pouvait connaître. Le coup fut direct. J'ai eu le souffle coupé. Claire. Ça ne pouvait être que Claire. Le moment choisi, les détails précis, et la pure méchanceté de la démarche. Elle avait tenté de me saboter dans l'ombre, des années auparavant. Ce n'était pas une nouvelle tactique, mais une véritable escalade. Cette trahison était plus intime et plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique, reçue sur le champ de bataille. J'ai raccroché le téléphone. Le silence de la pièce bourdonnait dans mes oreilles. Je suis allé dans la salle de bain, et j'ai fixé mon reflet dans le miroir. J'ai vu le visage d'une lieutenant générale, de l'armée des États-Unis. Une femme, qui en avait commandé des milliers d'autres. J'ai observé les ridules, autour de mes yeux. Chacune d'elles dessinait la carte de mes nuits blanches, et de mes décisions de vie ou de mort. Mais, sous l'autorité affichée, j'ai vu un épuisement profond, et viscéral. Toute une vie passée à être rabaissée. À m'entendre dire que j'étais trop, et, en même temps, pas assez. Il m'avait volé mon enfance, et ma jeunesse. Maintenant, il s'en prenait à mon honneur. Non. Plus jamais ça. Une citation de Theodore Roosevelt, que mon père avait l'habitude de répéter, m'a frappé l'esprit, ce n'est pas le critique qui compte. Le mérite appartient à l'homme qui est véritablement dans l'arène. J'avais été dans cette arène, toute ma vie. J'avais fait face à des ennemis armés de fusils et de bombes. Je n'allais pas me laisser abattre par des chuchotements et des menaces, venant de spectateurs confortablement installés. Je me suis penché plus près du miroir. Mon propre regard m'a fixé en retour, dur et inflexible. « Tu as fini de te taire », ai-je dit à la femme dans le reflet. « Tu as fini de subir. Tu t'es battu pour ton pays. Maintenant, tu vas te battre pour toi-même. » À cet instant, toute une vie de manœuvre défensive a pris fin. Une clarté stratégique, froide et dure, a pris sa place. Je n'allais pas seulement me défendre. J'allais attaquer. J'irais à ce mariage. Non pas en tant que grande sœur méprisée,
mais comme une officière commandante, qui vient inspecter ses troupes. Je suis sorti de la salle de bain. Mes mouvements étaient désormais précis et déterminés. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé le sergent-chef Grant, à Washington. Il a répondu dès la première sonnerie. Grant, ai-je commandé, la voix tranchante et claire. Toute trace d'émotion avait disparu. J'ai de nouveaux ordres pour vous. Premièrement, j'ai besoin de mon uniforme de service de classe A, avec toutes mes décorations. Envoyez-le à mon hôtel pour demain matin. Utilisez le service de messagerie le plus rapide possible. Deuxièmement, extrayez le dossier de service complet du Major Ethan Vance. Mettez un accent particulier sur le rapport post-action de l'opération de Helmand, où j'étais la commandante sur le terrain. Et troisièmement, je veux un inventaire de chacune de mes médailles et citations obtenues. Je les veux polies et prêtes à être portées. Il y a eu une courte pause à l'autre bout de la ligne, suivie d'une seule réponse, résolue. Bien reçu, général. Considérez que c'est fait. Il n'a pas demandé pourquoi. Il le savait. La bataille venait d'être officiellement déclarée. Et je venais d'appeler ma première vague de renfort. Elle voulait me traiter comme une gardienne de l'ombre. Très bien. J'allais leur montrer qui détenait les clés du royaume. Ma chambre d'hôtel s'est transformée, passant d'un lieu de refuge à un centre d'opération tactique. La tempête émotionnelle était passée, laissant derrière elle la concentration froide et lucide d'un commandant avant un affrontement. Je me suis souvenu d'une citation d'Eisenhower, lue des années plus tôt, les plans ne valent rien, mais la planification est primordiale. Le plan pouvait changer. Mais, le processus de planification, l'évaluation du terrain, la connaissance de mes atouts, et la compréhension de l'ennemi. C'était là que je puiserais ma force. Mon ordinateur portable était allumé, et mes dossiers étaient disposés sur le bureau, en piles soignées et ordonnées. Je n'étais plus une invitée blessée. J'étais une générale, préparant son opération. Le colis de Grant est arrivé, via le service de livraison le jour même de FedEx, avant midi. À l'intérieur, mon uniforme de service de l'armée de classe A était parfaitement repassé. Sa veste bleu foncé irradiait l'autorité. À côté, niché dans une boîte doublée de velours, se trouvaient mes décorations. Je les ai soigneusement disposées, une par une, sur le couvre-lit blanc et immaculé de l'hôtel. L'inventaire silencieux, d'une vie qu'elles avaient rejetée. La Silver Star, pour bravoure au combat. 2 Purple Hearts, pour blessures subies en action. La Légion du Mérite. Et la Bronze Star, avec un V, pour sa valeur héroïque. Chaque pièce de métal poli représentait un chapitre de mon histoire. Un témoignage d'un sacrifice qu'ils avaient délibérément ignoré. En les regardant maintenant, je voyais qu'ils n'étaient plus de simples souvenirs. C'étaient des munitions. C'était la preuve tangible et indéniable de ce que j'étais. Et c'était la vérité à laquelle ma famille allait devoir faire face. J'ai ramassé la Silver Star. Son poids m'était familier dans la main. Ce n'était pas juste une médaille. C'était le souvenir des éclats d'obus déchirant les airs. Du goût de la poussière et de la peur. Et d'un choix que j'avais fait, quand d'autres hésitaient. C'était l'histoire qu'elles avaient tenté d'effacer. Et j'allais faire en sorte qu'il soit impossible de l'ignorer. Ensuite, j'ai ouvert le fichier crypté envoyé par Grant. Il contenait le rapport post-action de l'opération dans la province de Helmand. Le jargon bureaucratique et froid de ce document militaire ne parvenait guère à adoucir l'horreur brute de cette journée. J'ai relu les détails, avec une concentration absolue, l'embuscade, l'engin explosif improvisé, l'effondrement du bâtiment. J'entendais encore les appels désespérés à la radio. La panique brute dans les voix des jeunes soldats, lorsqu'ils ont signalé que le Major Ethan Vance était pris au piège. Sa jambe écrasée sous une poutre en acier, et se vidant de son sang. Je me suis souvenu de l'ordre direct du quartier général, restez en position, et attendez le soutien aérien. Mais, je savais qu'attendre, c'était le condamner à mort. Je me suis remémoré ma décision, prise en une fraction de seconde. Mener une petite équipe de tir à découvert, sous un feu nourri de l'ennemi. Je me suis rappelé le crissement de la poussière de béton entre mes dents, alors que j'aidais à l'extraire des décombres. Quelques instants seulement, avant que le reste de la structure ne s'effondre. La conclusion du rapport était claire, et sans ambiguïté,
l'action décisive de la générale de brigade Maddox, en violation directe d'un ordre d'attente, mais en réponse à une situation d'urgence extrême, a directement conduit au sauvetage de la vie du major Vance. À ses propres risques et périls. Ce n'était pas ma version de l'histoire. C'était le registre officiel de l'armée des États-Unis. C'était mon arme ultime, et elle était sur le point d'être déployée. Ayant pris conscience de mes propres atouts, je devais sonder la position de mon allié potentiel, et le plus crucial de tous. J'ai composé le numéro d'Ethan. Il a répondu dès la première sonnerie, la voix tendue. Général. Major, ai-je commencé. Mon ton était strictement professionnel, et froid. J'appelle pour confirmer ma présence, à votre cérémonie demain. Il y a eu un silence pesant, à l'autre bout du fil. Général, Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Pour ce que Claire, et sa mère. Je n'appelle pas pour cela, Major. Je l'ai coupé net. J'appelle pour vous rappeler, les concepts de loyauté et d'honneur. Ils sont le socle, du grade d'un officier. Je compte sur le fait, que vous ne les avez pas oubliés. Je ne le menaçais pas. Je lui rappelais simplement qui il était. Je plantais une graine de conflit dans son esprit, le forçant à peser ses loyautés. Il me devait la vie. Et pourtant, il s'apprêtait à dévouer la sienne, à une femme qui voulait détruire la mienne. Je voulais que ce paradoxe résonne en lui. Le forcer à faire un choix, avant le moment fatidique. L'appel a pris fin. Je venais de placer ma dernière pièce, sur l'échiquier. Le matin du mariage, je ne me suis pas encombré de coiffure, ou de maquillage. Mes cheveux ont été tirés en arrière, pour former un chignon réglementaire bien serré. Mon visage était dégagé, mon expression neutre. Ensuite, je me suis habillé avec méthode. La chemise blanche et impeccable. La cravate noire. La veste bleue foncé, parfaitement taillée. Une à une, j'ai épinglé mes décorations sur ma poitrine. Chacune selon son ordre de préséance précis, la Silver Star occupant la place d'honneur, la plus élevée. Lorsque je me suis enfin tenu, devant le miroir en pied, la femme qui me fixait en retour, n'était plus la personne lasse et blessée, arrivée à Boston quelques jours plus tôt. C'était une lieutenante générale de l'armée des États-Unis. Cet uniforme n'était pas un simple vêtement. C'était mon armure. Une armure forgée dans la sueur, le sang, et les sacrifices. C'était le symbole, de tout ce pourquoi je m'étais battu. De tout ce que j'étais devenu. Aujourd'hui, je n'assistais pas à un mariage. J'allais mener une inspection. Et je ne tolérais aucun manque de respect, envers cet uniforme, ou la femme qui le portait. La réception se tenait dans la grande salle de bal, de l'hôtel Liberty. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Un mariage dans un bâtiment qui abritait autrefois la prison de Charles Street. Un lieu de confinement. Ce soir, sa rotonde vertigineuse et ses finitions en fer forgé, ressemblaient moins à un morceau d'histoire, qu'à une métaphore de ma propre vie. Au moment où j'ai posé le pied dans la salle de bal, un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Le quatuor à cordes a semblé vaciller, au milieu d'une note. Les bavardages polis de l'élite bostonienne, se sont tus pour laisser place à un murmure. Toutes les têtes se sont tournées. Mon uniforme de service militaire de classe A, avec sa veste bleue nuit ornée de 2 rangées de rubans et de médailles étincelants, formait une présence austère, et disciplinée. Au milieu de cette mer de robes en soie et de smoking noirs, c'était une intrusion de la réalité, dans leur monde si soigneusement organisé. J'ai d'abord vu le visage de ma mère. Son sourire poli d'hôtesse s'est figé. Toute couleur a quitté ses joues. J'ai vu Claire, radieuse dans sa robe Vera Wang, dont l'expression de triomphe s'est transformée en incrédulité. Leur plan de table m'avait relégué, à une petite table située tout au fond. Dans un coin, juste à côté d'une porte de service. Une position délibérément obscure. Un sourire en coin a effleuré mes lèvres. Elle m'avait accordé, la position tactique parfaite. Une vue imprenable sur l'ensemble de la zone opérationnelle, avec une ligne de fuite dégagée. Mais, elles avaient fait une erreur de calcul. Je n'étais pas là pour battre en retraite. J'étais là pour avancer. J'ai marché calmement, jusqu'à la table qui m'avait été assignée. La posture droite, et le pas mesuré. Je me suis assise, j'ai posé mes mains sur mes genoux, et j'ai attendu. Ma seule présence,
était déjà une déclaration en soi. Toute la pièce la ressentit. Une tension palpable bouillonnait maintenant, sous la surface des festivités. Un doux bourdonnement d'anticipation. J'étais une arme chargée, posée sur une table de banquet. Et, ils se demandaient tous, à quel moment j'allais faire feu. Le moment est arrivé pendant les discours. Après le laïus décousu du témoin, Claire est montée sur scène. Une véritable vision de perfection nuptiale. Elle a levé sa flûte de champagne en cristal. Après quelques remerciements haletants, ses yeux, brillants de malice, ont croisé les miens à l'autre bout de la pièce. Et, je tiens tout particulièrement à remercier ma sœur Élise pour sa présence aujourd'hui, a-t-elle commencé, d'une voix dangereusement douce. Je sais à quel point elle est occupée, avec toute sa paperasse au Pentagone. Mais, elle a quand même trouvé le temps de venir. Levons tous nos verres, à la gardienne silencieuse de notre famille. Quelques rires polis, et confus, ont parcouru la pièce. La plupart des invités semblaient simplement mal à l'aise, percevant la pique cachée derrière ces jolis mots. Ma mère, assise à la table d'honneur, s'est penchée vers un microphone à proximité. Elle a toujours été, la petite source d'embarras de la famille, a-t-elle ajouté. Sa voix a porté, à travers la salle devenue silencieuse. Mais au moins, pour une fois, elle était à l'heure. C'était tout. La salle finale. Elles avaient déclaré la guerre sur un canal public, devant toute leur armée de mondains et de décideurs influents. Lentement, de façon délibérée, j'ai repoussé ma chaise, et je me suis levé. Le silence est devenu total, et tous les yeux se sont braqués sur moi. Et, dans cet instant suspendu dans le temps, l'inattendu s'est produit. Ethan Vance, le marié, qui se tenait sur scène, avec une expression misérable et douloureuse, a soudainement posé sa flûte de champagne. Un clic décisif s'est fait entendre. Sans accorder un regard à sa jeune épouse, ou à sa belle-mère, il est descendu de l'estrade. Il a marché avec détermination. Ses pas résonnaient, dans la vaste salle de bal silencieuse. Il s'est frayé un chemin à travers le labyrinthe de tables somptueuses, les yeux rivés sur les miens. La salle entière a suivi son mouvement, comme s'il était un missile à tête chercheuse. Il s'est arrêté pile devant moi. Il n'a pas parlé. Il s'est simplement mis au garde-à-vous, le dos droit comme un i, et a exécuté un salut militaire parfait, et précis. Le genre de salut, qu'un soldat adresse à un officier supérieur, qu'il respecte profondément. Les derniers murmures dans la pièce se sont éteints. Ensuite, il s'est tourné pour faire face à l'audience abasourdie, tout en maintenant son salut. Sa voix a résonné, avec une autorité que personne dans cette pièce, et encore moins ma famille, ne lui connaissait. Mesdames et messieurs, a-t-il lancé, d'une voix claire et forte. Je vous prie de pardonner le manque d'information de ma femme. Il a fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Telle une grenade dégoupillée. Il gardait toujours la position du salut. Une puissante démonstration publique, d'allégeance. Son regard a balayé la pièce, atterrissant finalement sur ma mère, et sur la table d'honneur, où Claire le fixait désormais, la bouche grande ouverte. La femme dont vous venez d'entendre les moqueries, a-t-il poursuivi, la voix se durcissant. N'est pas un gratte-papier. Elle n'est pas une gardienne de l'ombre. Il a pris une profonde inspiration, pour se stabiliser. Voici la lieutenant générale Elise Maddox, de l'armée des États-Unis. Un halètement collectif, un doux murmure de choc a traversé la salle. Des fourchettes ont cliqueté sur les assiettes. Elle n'est pas seulement un officier de haut rang. La voix d'Ethan est devenue plus forte. Chaque mot résonnait, comme un coup de marteau porté au récit préfabriqué de ma famille. Elle est l'officière commandante qui, il y a 6 ans à Helmand, m'a personnellement sauvé la vie. La révélation a explosé au centre de la salle de bal. Vous pouviez observer les calculs mentaux sur chaque visage. La réévaluation de la situation, et l'horreur naissante. C'était la femme, de laquelle il venait tout juste de rire. C'était elle la source de l'embarras. Ethan a finalement baissé la main, mais son regard est resté fixé sur ma mère. Et en tant qu'officier, et en tant qu'homme, a-t-il déclaré. Sa voix s'est abaissée, sans rien perdre de son intensité. Je ne resterai pas les bras croisés, pendant que l'on insulte son honneur. Les conséquences ont été rapides, et brutales. Le visage de Claire est passé du choc, à une pâleur cadavérique. Ses yeux se sont révulsés, et elle s'est effondrée. Un teint informe de soie Vera Weingor de prix.
Ma mère s'est levée d'un bond de sa chaise, renversant son verre de champagne. Il s'est fracassé sur le sol. Le bruit apparut anormalement fort, dans ce silence stupéfait. Élise, a-t-elle commencé, mais le nom n'est sorti que comme un halètement étranglé. L'échiquier venait d'être renversé. La partie était terminée. Et, le coup le plus puissant, avait été joué sans que je n'aie à prononcer un seul mot. Ce qui a suivi fut un étrange cocktail de chaos et de silence. Pendant que les secouristes s'occupaient du tas de soie blanche, qu'était devenue ma sœur. La grande salle de bal de l'hôtel Liberty a retenu son souffle de façon collective. Les invités, autrefois un océan de bavardages assurés, n'étaient plus qu'un amas dispersé, de regards maladroits et fuyants. Personne ne me regardait directement. Pourtant, je pouvais ressentir le poids de chaque regard. Je suis resté debout près de ma table. Telle une île solitaire en uniforme, au milieu du naufrage. Et puis, à travers ce chaos silencieux, quelque chose de significatif s'est produit. Un homme âgé, vêtu d'un smoking sur mesure, s'est détaché de sa table, et a marché vers moi. Je l'ai reconnu immédiatement. Le général à la retraite Mark Peterson. L'un des plus vieux amis de mon père, et une légende à part entière. Il s'est arrêté devant moi, s'est mis au garde à vous, et a effectué un salut net. Bien joué, général Maddox, m'a-t-il glissé doucement. Sa voix était empreinte d'un respect, qui m'a réchauffé le cœur. Votre père serait immensément fier. Après lui, quelques autres officiers présents dans la salle, en service actif comme à la retraite, se sont approchés. Il n'y a pas eu de grand discours. Juste de fermes poignées de main, des hochements de tête complices, et des regards traduisant une profonde compréhension mutuelle. Il ne saluait pas seulement une officière supérieure. Il reconnaissait une camarade soldat, qui venait de remporter une guerre personnelle difficile. À cet instant précis, entouré de cette solidarité silencieuse, j'ai ressenti un lien, bien plus fort que n'importe quel lien du sang. Je ne suis pas resté pour la suite. Je me suis éclipsé dans le hall de l'hôtel. L'air frais, et calme, offrait un soulagement bienvenu. J'attendais un taxi, lorsque ma mère m'a trouvé. Le masque de l'élégante hôtesse mondaine de Boston s'était brisé. Il laissait place à une panique brute et mal dissimulée. Élise, nous devons parler, a-t-elle commencé, la voix tendue. Tu as provoqué une catastrophe. La presse va s'emparer de cette histoire. La réputation de la famille. Votre réputation? Les jeux corrigés. Ma voix était plate et froide. Pas celle de la famille. Elle a tressailli, comme si je l'avais frappée. Tu dois faire quelque chose, a-t-elle insisté, ses mains tordant convulsivement, la lanière de sa pochette. Publie un communiqué, une clarification. Dis que tout ceci n'était qu'un malentendu. J'ai fini par la regarder. J'ai vraiment plongé mon regard dans ses yeux, qui m'avaient jugé avec déception, tout au long de ma vie. Je me suis souvenu d'une citation d'Eleanor Roosevelt, à laquelle je m'étais accroché, personne ne peut vous faire sentir inférieur, sans votre consentement. J'avais enfin cessé, de donner mon consentement. Il n'y a eu aucun malentendu, ai-je dit, d'une voix ne laissant aucune place à la négociation. Il n'y a eu que la vérité. Une vérité, qu'apparemment, aucune de vous deux n'a pu supporter. À partir de ce moment précis, ne me contactez plus jamais. Sauf, s'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Sa bouche s'est ouverte de stupeur. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. J'ai laissé un instant de silence s'installer entre nous. Puis, j'ai livré la dernière, et douloureuse, vérité. Vous avez renoncé à ce droit, il y a bien longtemps. Juste au moment où j'allais sortir, Ethan m'a retrouvé. Il avait l'air épuisé. Le poids de la soirée était gravé sur son visage. Général, je suis tellement désolé, a-t-il balbutié, la voix lourde de regret. J'ai été un lâche. Je savais comment elle vous traitait. Mais, je suis resté silencieux, parce que je voulais me faciliter la vie. J'ai simplement écouté, le laissant se décharger de son fardeau. Quand vous m'avez appelé, a-t-il poursuivi, vous m'avez rappelé qui je suis. Un officier, un soldat. Et, un soldat n'abandonne pas ses camarades. Surtout pas celui, qui lui a sauvé la vie. Il m'a tendu une petite clé USB en métal. Il y a tout ici. Les enregistrements des appels téléphoniques menaçants de Claire.
Les emails qu'elle a envoyés à ses amis, pour se moquer de vous. Je les ai trouvés sur son ordinateur portable. Je ne peux pas épouser cette personne. J'annule tout. J'ai pris la clé. Sa coque métallique apportant de la fraîcheur dans ma paume. Merci, Ethan, lui ai-je dit. Vous avez agi avec honneur, aujourd'hui. La dette entre nous avait été réglée. Non pas avec de l'argent, mais avec du caractère. Lors du vol de nuit, pour rentrer à Seattle. Une étrange sorte de vide s'est installée en moi. Ce n'était pas exactement de la tristesse. C'était ce sentiment creux, et calme, qui survient après une longue campagne brutale. C'était le soulagement, de se voir retirer un poids immense. J'avais gagné, mais la victoire impliquait de reconnaître la fracture finale, et irréparable, de ce qui était censé être ma famille. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché le contact de ma mère, et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait de même pour Claire. C'était un petit acte numérique. Pourtant, j'ai eu l'impression de construire un mur d'acier. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières scintillantes des villes en contrebas. Boston n'était plus qu'un autre point lumineux, s'éloignant dans le passé. J'y étais retourné en tant que fille rejetée. J'en repartais, en tant que femme libre. Je n'y étais pas allé en quête de réconciliation, et je ne l'avais pas trouvée. J'étais venu chercher la vérité. Et parfois, la vérité ne guérit pas. Elle libère. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour exister. J'avais mon propre respect. J'avais gagné la guerre, mais le champ de bataille était jonché des débris, de ce qui était censé être ma famille. Que pouvait-on construire, à partir des cendres? Je me le demandais. Cette question m'a suivi jusque chez moi, à Washington. Devenant une compagne silencieuse, dans les jours et les semaines qui ont suivi le mariage. Ce n'est pas ainsi, que l'histoire de ce qui s'est passé à l'hôtel Liberty, s'est répandue dans la communauté militaire. Pas comme un commérage, mais comme une sorte de légende murmurée. Elle n'a pas été rapportée dans la grande presse. Mais, elle a voyagé à travers un réseau bien plus puissant. Des emails entre vétérans. Des conversations, dans les salles de l'Association des vétérans des guerres étrangères. Et des publications, sur des forums en ligne privés, réservés aux militaires. Et puis, les lettres ont commencé à affluer. D'abord un filet, puis une véritable inondation. Elles provenaient de soldats, de marins, d'aviateurs, et de marines, des quatre coins du pays. Un jeune sergent, dont la famille l'avait renié, pour s'être enrôlé, au lieu de reprendre l'entreprise familiale. Une femme capitaine, dont le mari l'avait trompée pendant son déploiement, puis l'avait accusé d'être trop abîmé par son service. Un major, dont le propre frère avait saboté l'habilitation de sécurité, par pure jalousie. Chaque histoire racontait une bataille différente, mais la guerre était la même. C'était le combat contre la trahison, par les personnes mêmes qui étaient censées être votre refuge. En lisant leurs lettres, je voyais ma propre douleur se refléter dans leurs mots. J'ai réalisé, que je n'étais pas seul dans mon combat. Cette blessure était plus profonde, et plus vaste, que je ne l'avais jamais imaginé. Une épidémie silencieuse de cœurs brisés, au sein d'une communauté ayant juré de protéger les autres. Et, dans leur souffrance, j'ai trouvé une étrange forme de guérison. Ma propre histoire a commencé à me sembler moins être une tragédie personnelle. Mais plutôt, un témoignage partagé. J'ai su alors ce que je devais construire, à partir des cendres. Je ne pouvais pas simplement rester sur la touche. Avec les conseils juridiques de David Chen, et le génie organisationnel d'un sergent-chef Grant désormais à la retraite. J'ai utilisé une partie des économies de toute ma vie, pour créer la Fondation Maddox pour la résilience. Notre mission était simple, mais profonde. Fournir une aide juridique, un soutien psychologique, et un solide réseau de pairs. Tout cela pour les militaires, dont la carrière et le bien-être, étaient menacés par des trahisons personnelles. Nous n'étions pas une association caritative. Nous étions une unité de soutien, pour un tout autre type de ligne de front. Le champ de bataille invisible du cœur, et de l'esprit. M'investir corps et âme dans la fondation, a été le travail le plus significatif, que j'ai jamais accompli. Cela m'a semblé plus important, que de gagner une autre étoile pour mon épaule. Je prenais la cicatrice la plus profonde de mon existence. Et, je la transformais en un phare, pour d'autres âmes perdues dans la même tempête. La fondation a rapidement pris de l'ampleur. 6 mois plus tard,
j'ai été invité à donner une conférence TEDx à Seattle. Je me suis tenu sur l'emblématique tapis rouge circulaire. Non pas dans mon uniforme, mais dans un simple blazer bleu marine, avec un pantalon de ville. Je me suis senti plus vulnérable, et pourtant plus puissante, que je ne l'avais jamais été dans mon uniforme de classe A. J'ai raconté mon histoire. Pas les détails scandaleux du mariage, mais une histoire de résilience. La famille n'est pas toujours le foyer dans lequel nous naissons, ai-je commencé, la voix assurée. Parfois, c'est le port d'attache que nous trouvons dans la tempête. La loyauté, ai-je continué, ne se définit pas par les liens du sang. Elle se définit par les actes. Elle réside dans le soutien silencieux. Dans le respect inébranlable. Et, dans le courage de défendre l'honneur de quelqu'un. Quand il n'est pas dans la pièce. J'ai parlé des lettres reçues. De la douleur partagée par toute une communauté. Nous entraînons nos soldats à survivre à l'enfer de la guerre, ai-je conclu, mes yeux balayant le public. Il est temps que nous construisions un système, pour les aider à survivre au défi du retour à la maison. La salle entière s'est levée, pour m'offrir une standing ovation. Ce n'étaient pas des applaudissements pour une générale. C'étaient des applaudissements pour une survivante, qui avait enfin trouvé sa vraie voie. 1 an plus tard, l'histoire se termine. J'ai pris ma retraite de l'armée. Mon service est achevé. Je ne suis plus la lieutenante générale Maddox. Je suis juste Élise. J'ai acheté une petite maison rustique. Faite de cèdre et de verre, elle est perchée sur une falaise surplombant l'océan Pacifique, à Big Sur, en Californie. Chaque matin, je marche le long de la plage brumeuse. Je laisse les vagues fraîches laver mes pieds. Et le vent, chargé de sel, emporter les derniers vestiges de mes vieux fantômes. La fondation prospère. Elle est gérée par un conseil d'administration dévoué, en qui j'ai une confiance absolue. Je reçois toujours des lettres de remerciement, que je lis sur ma terrasse, en sirotant mon café matinal. Je n'ai plus aucun contact avec ma mère, ni avec Claire. J'ai appris par le bouche à oreille, qu'Ethan avait bel et bien annulé le mariage. Il a depuis été transféré, vers un nouveau poste à l'étranger. Je ne ressens aucun triomphe, ni aucun plaisir vindicatif. Je ressens simplement de la paix. Un après-midi. Alors que je peignais sur mon porche, avec la vaste étendue de l'océan comme seul sujet. Un email a fait tinter mon téléphone. C'était de Grant. Le président souhaiterait vous nommer, à une nouvelle commission sur la réforme culturelle militaire, a-t-il écrit. J'ai souri en moi-même. Il y a quelques années, cela aurait été le sommet absolu de mon ambition. J'ai pensé à une citation de Maya Angelou, devenue ma ligne de conduite, les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait. Mais les gens n'oublieront jamais, ce que vous leur avez fait ressentir. La fondation permettait aux gens, de se sentir reconnus et compris. C'était ça, ma nouvelle mission. J'ai archivé l'email, et je suis retourné à ma toile. J'ai tamponné une traînée de bleu céruléen, sur la ligne d'horizon. J'avais livré suffisamment de batailles. Maintenant, il était temps de vivre. J'ai regardé l'océan infini. Cet endroit où la mer et le ciel se rejoignent, dans une ligne douce et brumeuse. J'avais marché longtemps, seul, sur une longue route. Mais finalement, je n'étais plus perdu. Mon histoire est peut-être terminée. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, votre propre histoire de résilience est encore en train de s'écrire. La plus grande leçon que j'ai apprise, ne se trouvait pas sur le champ de bataille. Je l'ai apprise en réalisant, que notre valeur n'est pas déterminée, par la famille dans laquelle nous naissons. Elle est déterminée, par l'honneur avec lequel nous menons notre propre existence. Si cette histoire a résonné en vous. Si vous vous êtes déjà senti invisible, ou sous-estimé. Sachez que vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir parcouru ce chemin à mes côtés. Pour d'autres histoires vraies qui donnent de la force et de l'inspiration, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide, à mettre en lumière davantage de voix comme la mienne.